Dans les années 50, les futuristes et les auteurs de science-fiction imaginaient que le troisième millénaire serait une société de consommation. Certains la prévoyaient merveilleuse, un monde sans soucis où la technologie réglerait tous les problèmes. D'autres, comme Henry Miller, redoutaient un cauchemar climatisé qui ferait de nous des robots. Tous pressentaient que cette révolution consumériste aurait un impact sur la culture mondiale. La société capitaliste moderne ne repose pas sur la production, mais sur la consommation. À chaque cycle commercial, on constate que beaucoup de marchandises ne peuvent pas se vendre. Les Japonais fabriquent plus qu'ils ne consomment, tout comme les Américains. Le grand besoin du capitalisme moderne, ce n'est pas des producteurs fidèles, mais des consommateurs consciencieux. Et ce consommateur dévoué est quelqu'un qui doit acheter, acheter et acheter encore, bien au-delà de ses besoins naturels. Voilà pourquoi l'économie postmoderne s'applique à fabriquer des besoins pour que les gens désirent cette multitude de produits. L'image des marques est devenue l'outil indispensable à cette fabrication des besoins. Car de combien de parfums avons-nous besoin? De combien de paires de baskets ou de marques de vêtements différentes avons-nous besoin? Les marques ne vendent pas de marchandises, elles vendent des styles de vie, des attitudes, elles vendent des images de soi. Voilà à quoi servent les marques. Au fond, les marques sont la culture de la vie quotidienne. Aucun achat n'est innocent. C'est-à-dire que quand on achète un produit, on achète beaucoup plus qu'un produit. Les marques doivent avoir conscience de leur responsabilité à structurer l'environnement des gens, parce qu'elles ont le pouvoir du discours sur la manière de voir les choses. Ce qui me frappe dans le travail que l'on fait avec les entreprises, c'est qu'elles n'ont pas conscience de cette responsabilité. Elles vendent. Elles vendent, c'est très bien, mais en vendant, elles véhiculent des choses. Or, il y a un pouvoir considérable, positif et négatif, dans la structuration des représentations mentales que les gens se font de leur environnement. La diversité est un obstacle pour ceux qui veulent imprégner la culture avec une seule gamme de produits. Voilà pourquoi Disneyland est identique dans le monde entier. Les hôtels Hilton sont les mêmes dans le monde entier. Coca-Cola et Kentucky Fried Chicken sont les mêmes dans le monde entier. C'est cette homogénéité qui génère du profit. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de place pour le pluralisme ou la diversité culturelle dans un monde où l'on essaie de vendre des produits uniques, homogénéisés. Tout cela a un impact non seulement sur la culture, mais sur la religion, la morale et les valeurs. La plus importante invention de la culture globale est la franchise. Les corporations vendent l'utilisation exclusive de leur marque au plus grand nombre possible de détaillants sous des conditions très strictes. Ces détaillants s'engagent à ne vendre que cette marque dans les mêmes décors et au prix imposé. L'industrie du fast-food a créé un modèle que beaucoup d'autres entreprises ont imité. En termes de paysage et de culture, les chaînes de fast-food ont été pionnières du système des franchises et pionnières dans le choix du décor reproduit à l'identique, des centaines et même des milliers de fois. Beaucoup d'autres industries ont vu le succès des fast-foods et elles les ont copiés. Il faut garder à l'esprit que le cœur de l'idéologie du fast-food, c'est l'uniformité et la conformité.
Il faut que la nourriture ait exactement le même goût et qu'on sente exactement la même ambiance dans chaque restaurant de la chaîne. Donc, l'une des influences principales de l'industrie du fast-food a été de pousser à l'homogénéisation de la culture américaine.